Alors, pour conclure, je ne sais jamais si le micro marche. Nous allons avoir 2 intervenants que je suis vraiment ravie d'avoir. Clémentine Collin-Richard, qui est administratrice de Paraboot, je pense que vous connaissez tous cette entreprise, et présidente de la Fédération française de la chaussure, et Philippe Guéret, président directeur général du groupe M2I Life Science, dont vous avez forcément entendu parler également. Je vous invite à vous asseoir, si vous le voulez bien. Je vais peut-être commencer par une première question, très simple et en même temps très complexe, parce qu'il va falloir répondre dans un temps court. Qu'est-ce que l'industrie verte vous évoque à l'un et à l'autre ? Je démarre. Honneur aux femmes. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe ce matin. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation. L'industrie verte, alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette couleur. On aime beaucoup jouer avec les couleurs aujourd'hui dans les communications. Il y a un joli coq bleu d'ailleurs dans l'hôtel de l'industrie. Parce que pour moi, vert, on pense beaucoup trop environnement. Or aujourd'hui, je pense que dans l'industrie verte, je veux plutôt entendre parler des 3 piliers de la RSE. Certes, il y a l'environnement, mais il y a aussi tout ce qui est le social, enfin le sociétal et l'économique. Il ne faut pas à un moment donné, si on veut réussir notre transition écologique, donc transition verte, je pense qu'il ne faut pas faire une opposition entre l'économique et l'environnement. L'un doit servir l'autre et vice-versa. Et pour moi, c'est très important. Alors ce matin, on a entendu parler de start-up, de tech. Moi, je viens d'une industrie qui est très traditionnelle, qui est l'industrie de la chaussure. Je pense que c'est une des plus vieilles industries. Alors, il y a de l'industrie lourde, on en parlait ce matin avec Ambroise. Et on a un peu ce côté Zola, germinal. Des fois, on me demande, mais dans vos ateliers, il y a l'eau, il y a l'électricité, c'est la cabane au fond du jardin. Non, je vous rassure, vous pouvez venir visiter. Paraboot, on a eu la chance... l'énorme investissement de 10 millions d'euros qu'on a fait il y a 6 ans pour construire une nouvelle usine en France de chaussures. Alors, ce n'est pas une usine où j'appuie sur un bouton et la chaussure sort toute seule. Ça n'existe pas aujourd'hui. On a des hommes et des femmes qui fabriquent ces chaussures pour nous et on est très en alerte sur les savoir-faire. On en parlera, mais pour moi, c'est aussi une clé de l'industrie verte. Merci beaucoup. Philippe Guéret, qu'est-ce que ça vous évoque, l'industrie verte ? Tout d'abord, je pense qu'il y a plusieurs industries. On ne peut pas traiter toutes les industries de la même manière. Ça, c'est la première chose. Et chaque industrie aura ses contraintes. Je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux parler d'industrie durable que d'industrie verte avec le côté durabilité. Dans toutes ces composantes, je crois que la doctrine qui veut globaliser tout et mettre tout le monde à la même enseigne est illusoire. Moi, je viens de la chimie fine, donc même pas de la chimie lourde. Ça n'a rien à voir. Sur ces différents métiers, il y a des hommes et des femmes derrière ces machines qui produisent tous les jours des produits. Et si on veut effectivement continuer à attirer les nouvelles générations vers cette industrie, il faut dire juste la vérité et dire que cette industrie, elle est nécessaire. Et elle s'adapte, et elle s'est déjà beaucoup adaptée depuis des centaines d'années aux besoins de la société. Et je pense que je suis ravi que depuis peu on se rende compte qu'avoir une industrie en France est une nécessité et que certains aient changé d'opinion et soient même allés jusqu'à en écrire des livres. On n'avait dit pas de private joke. Clémentine, Paraboot, c'est aussi les métiers du cuir. Enfin, c'est des secteurs qui ont quand même été très touchés par les délocalisations et la désindustrialisation. Et finalement, ça pose une question sur la préservation des savoir-faire. En fait, comment on peut préserver les savoir-faire et comment on peut aussi les renforcer, puisqu'on en a besoin pour accélérer cette réindustrialisation dont on parle depuis ce matin. Alors, en effet, on fait partie d'une des industries qui, dans les années fin 70-80, a vécu une véritable délocalisation. Donc aujourd'hui, c'est difficile de motiver aussi des gens à nous rejoindre parce que forcément, il y a des familles, il y a des régions complètes de France où des familles se sont retrouvées au chômage sur plusieurs générations, le mari, la femme, les grands-parents. Donc aujourd'hui, un jeune qui s'intéresse à nous, c'est un peu non, il serait mieux que tu fasses autre chose. Donc il faut qu'on sorte de ça et qu'on mette en avant nos savoir-faire. Et en effet, l'industrie du cuir, la filière cuir, parce que moi j'ai la chance de faire partie d'un écosystème, on en parlait ce matin, avec une chaîne de valeur qui est complète sur le territoire.
puisqu'on élève des animaux en France. Donc on a, je veux dire, pour notre souveraineté nationale aussi, il faut qu'on puisse, on l'a vu pendant la Covid, nourrir nos populations, et à commencer par la population française, et la nourrir correctement. Donc ça, c'est pas moi qui vais en parler, l'agroalimentaire le fait bien mieux, mais il y a tout un enjeu aussi là-dessus, de verdissement. Mais après, voilà, on a le traitement des peaux, la transformation en cuir, la transformation en maroquinerie, en chaussures, en gants, la distribution et même la réparation, qui pour moi va beaucoup avec l'industrie verte. Et je suis très fière de faire partie de cet écosystème et qu'on travaille tous ensemble à une industrie plus durable. Mais l'industrie du cuir, aujourd'hui, oui, on a un petit souci. On a un petit souci, c'est que peut-être qu'on est trop historique, on a trop de millénaires devant nous et d'avance dans l'économie circulaire. Et on oublie aujourd'hui, en fait, le cuir ne peut pas être déterminé, je ne sais pas comment dénommer, matière recyclable. La peau n'est pas un déchet. On parle de coproduits, de sous-produits de l'agroalimentaire. Et au niveau des législations, ça nous pose souci. Et puis ça nous pose souci aussi au niveau de l'opinion publique. Bien sûr, on parle de bientraitance animale, respect de l'animal. On est les premiers, je dirais, engagés là-dedans. Parce que qui dit un animal, je dirais, mal élevé ou mal abattu, c'est une viande qui ne sera pas bonne, mais aussi pour nous, c'est la peau qui ne sera pas bonne. Et donc tout ce qu'on peut en faire derrière. Donc bien sûr, on est très investi depuis des années là-dessus. Mais on a du mal aujourd'hui à véhiculer un message positif auprès des consommateurs, mais même auprès des pouvoirs publics, alors que l'industrie du luxe, pour ne pas la citer, est quand même, je dirais, une fierté nationale. Aujourd'hui, on parle de Made in France, on parle de créativité, on parle de qualité à la française, et on passe à toutes ces marques-là. Donc il serait quand même dommage qu'aujourd'hui, on oublie un pan de cette économie. Merci beaucoup. Philippe, vous avez réagi ce matin en propos de Thierry Déaut en introduction. Et puis il y a une question peut-être qui est un impensé des différentes lois, c'est comment est-ce que finalement on fait pour soutenir les entreprises qui sont les plus vertueuses sur le plan environnemental ou qui sont des entreprises françaises. On voit qu'on a parfois du mal à agir dans ce sens et que même l'État ne joue pas toujours le rôle à travers la commande publique. C'est toujours pareil, l'évolution d'un système industriel, il faut qu'il soit positif, il faut sortir du punitif systématique sur ces sujets-là. Ça peut faire bouger au début, ce que disait la table ronde précédente, je suis d'accord, mais c'est pas comme ça qu'on construit, on construira jamais sur du punitif. Il faut surtout une visibilité politique sur du long terme. L'industrie, c'est du temps long, c'est rarement du temps court. L'industrie, c'est des personnes, c'est des territoires qui se développent avec des emplois direct et indirect, et surtout sur les industries, là j'ai parlé de là, si on se concentre 2 minutes sur une partie de notre activité qui est celle du médicament, où les biens sont facilement transportables, vous avez beau être dans la durabilité, dans ces choses-là, à un moment on va vous dire combien ça coûte par rapport, ils vont acheter du gris, pas du vert, si on represse sur cette thématique-là de couleur. Donc je pense que la force publique, surtout dans l'industrie de la santé par exemple, assume son rôle. L'essentiel des coûts est supporté par l'État dans les industries de la santé. Il faut assumer le fait qu'on va traiter différemment, que ça vienne d'une industrie grise ou d'une industrie verte pour continuer sur ces images-là, ce qui n'est pas du tout le cas à aujourd'hui. On n'arrive même pas à imposer sur les boîtes de médicaments l'origine de fabrication des produits. Alors, on ne parle même pas de Made in France, même Made in Europe, ça n'existe pas. Et je crois qu'il y a une vraie volonté politique, on l'a dit tout à l'heure, ça change très souvent. La vérité d'une année est rarement celle de l'année d'après. Et l'industrie doit se construire sur du temps long. Donc il faut que la politique suive par rapport à cela. Et qu'on soit sur un pied d'égalité. Je dirais, on est sur des marchés qui sont mondiaux et très compétitifs. Si on nous impose des transformations plus vite qu'on ne les imposerait à d'autres, dans ce cas-là, il faut accepter qu'à l'entrée des frontières de l'Europe, il y ait des contraintes qui soient pesées ou qui soient mises sur ceux qui ne suivent pas les mêmes règles que nous. Merci beaucoup. Alors je vais aborder un autre sujet, mais c'est comment est-ce qu'on rend l'industrie plus attractive? Est-ce qu'on a des recettes miracles ou est-ce que ça va forcément être sur un temps très très long, puisqu'on a 40 ans de désindustrialisation, il nous faudra peut-être autant pour réattirer dans l'industrie? Mais je pense qu'on a une industrie qui est très attractive. En fait, c'est la définition qu'on en fait et l'image qu'on en donne, à commencer par nos pouvoirs publics. Quand on dit qu'aujourd'hui, on veut plus d'écoles blancs que d'écoles bleues, et puis on se rend compte qu'avec la Covid, en fait, on n'a pas les bases. Donc tout d'un coup, on repédale en arrière.
Mais quelque part, c'est ça. J'ai eu la chance de faire une convention à l'école GEM de Grenoble il n'y a pas longtemps et d'accueillir la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec Éric Duverger qui est à l'initiative de ce dispositif et qui dit, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs ce matin dans la table ronde juste avant, c'est qu'avant tout ça part du terrain. Et le terrain, c'est qui mieux que nous, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut nous faire un petit peu confiance. Et pour reprendre une de ces expressions aussi qui m'a particulièrement interpellée, on a parlé encore tout à l'heure beaucoup du couple industriel-territoire. Mais moi, à un moment donné, je pense qu'on est dans un triangle aujourd'hui. Philippe vient d'en parler. Pour moi, il y a les pouvoirs publics. Il y a nous, les industriels, et puis il y a le consommateur ou le client, si on est en B2C ou en B2B. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on joue un peu au chat et à la souris, quoi. Alors, qui va bouger le premier ? Alors, l'État, il fait des réglementations, comme ça, je vais vous obliger à bouger. Bon, c'est pas forcément, même si les contraintes, on sait les transformer en opportunités, mais c'est pas très simple, et c'est pas très sympa, surtout, on n'a pas envie d'y aller. Donc, on n'est pas aussi agile, on n'est pas aussi entreprenant. Après, nous, on initie des choses au niveau de l'industrie, mais il faut avoir du répondant avec l'État aujourd'hui. Et je rejoins beaucoup le témoignage de Jérôme Brossier, parce qu'en effet, je pense que ça se passe beaucoup avec les territoires. Et moi, avant tout, je suis une femme de territoire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête de ma fédération. Mais quand je viens à Paris, c'est pour montrer les richesses de notre territoire et que tout se passe en région. Alors j'aime bien, je suis à Paris avec vous aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à l'être, mais j'ai beaucoup de plaisir à être sur mon territoire et à montrer ce que je suis capable de faire là, parce que l'entreprise de demain, pour la rendre attractive, c'est avant tout, il faut qu'elle soit attractive sur mon territoire. Parce que c'est là que je vais créer des emplois, c'est là que je vais développer ma structure, c'est là que je vais créer des emplois indirects, je vais ramener des taxes. On travaille beaucoup avec la commande publique. Ça, pour moi, c'est aussi un des exemples dans le triangle où on se regarde tous un peu et on joue au chat et à la souris. On attend beaucoup de nous, on nous donne des réglementations, mais pourquoi l'État aussi pourrait pas s'engager avec nous à travers la commande publique ? Aujourd'hui, on me dit on peut pas, c'est l'Europe. Ok, d'accord, mais alors, comme le dit Philippe aussi encore, pourquoi vous faites des lois qui sont plus contraignantes que celles que l'Europe nous donne, où l'Europe n'y a pas encore pensé, on est en train de travailler, et vous nous obligez déjà à faire des choses. Et on va le mettre en place, et dans quelques mois, on va nous dire « Ah, c'est pas en corrélation avec le règlement européen, il faut revoir votre loi ». Voilà, alors on avance, on recule, et je partage cette idée du temps long. On a beau être agile, il nous faut aussi le temps de construire et le temps de comprendre les réglementations auxquelles on doit partager. Et pour finir, sur cette cohésion des territoires, nous, on s'est engagé dans un dispositif pour l'entreprise et l'usine. C'est que voilà, l'usine, c'est pas bien de travailler à l'usine. Donc nous, on a voulu prouver que c'était le contraire. Alors déjà, en faisant notre mea culpa, parce que je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas joué cette transparence. On n'a pas été assez proche de notre écosystème et de nos salariés potentiels de demain. Donc on a engagé plein de choses avec les écoles pour aller chercher les jeunes, mais aussi le corps professoral pour lui expliquer ce qu'étaient les métiers de l'industrie, parce qu'en fait, ils ne les connaissent que très peu. Et on a engagé beaucoup de choses aussi avec toutes les populations, enfin ce qu'on appelle l'inclusion. Donc de dire, venez voir. Venez découvrir, venez passer un moment, on vous explique comment ça se passe. On vous montre qu'on a l'eau et l'électricité, c'est tout bête, mais ça fait beaucoup rigoler quand j'en parle et que je fais les visites. Et aujourd'hui, on voit qu'on a réussi à inverser la machine. Moi, aujourd'hui, je n'avais pas de CV entrant naturellement. Aujourd'hui, on en a. Et c'est un vrai challenge, et les équipes RH sont à fond. Et là encore, je travaille toujours ma RSE, toujours mon industrie verte, mais sur mon pilier sociétal. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que vous rejoignez ce que Clémentine vient de dire sur le sujet d'attractivité, et puis peut-être pour aussi rebondir sur ce que vous avez dit avant, sur la durée, le temps politique par rapport à un temps industriel, si je le simplifie. Est-ce qu'on a aujourd'hui une vraie vision de la réindustrialisation, de ce qu'on veut faire autour de l'industrie ? Bien entendu, en temps très court, alors que ça pourrait nécessiter 4 heures. Et sans private joke, j'ai compris aussi. Alors on est beaucoup plus jeune, on est une société de 200 salariés, on est nous aussi uniquement toutes nos usines sont dans les territoires et dans différents territoires. Des territoires qui étaient ravagés ou très abîmés par des histoires industrielles et des taux de chômage assez forts. Et je dirais qu'on n'a pas connu cette difficulté de recrutement de par la nature même des territoires dans lesquels on était à l'époque.
Et la société grandissante année après année, depuis 10 ans, fait qu'aujourd'hui, on a effectivement une masse entrante de CV. Mais il y a un vrai support des élus locaux, ça c'est clair. Il y a une vraie volonté des élus locaux dans tous les territoires où nous sommes. Les écoles s'intéressent de plus en plus. Je crois qu'il faut être fier d'être industriel. Je crois qu'il faut être fier d'apprendre à aller aux jeunes ce qui est l'industrie. Après, pour répondre à votre deuxième question, je pense qu'il faudrait inverser une tendance. Je vais peut-être choquer beaucoup de gens. L'industrie doit être la priorité avant la finance. La plus-value court-termiste quand on fait de l'industrie est absurde. Ça devient d'une optionnalité qui n'est pas constructive, et c'est pas en faisant les beaux discours d'industrie verte qui sont soutenus par les politiques n'existeront pas si on n'a pas une vision même capitalistique, durable et de long terme des activités dans lesquelles on s'inscrit. Si c'est une vision d'unique plus-value court-termiste, comme c'est le cas encore beaucoup trop dans beaucoup d'endroits, ça ne nous permettra pas de transformer cette industrie. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti, mais je voulais vous remercier tous les deux d'être venus. Alors, avant que vous applaudissiez chaleureusement nos deux intervenants, j'en profite pour remercier vraiment les intervenants qu'on a, parce qu'ils nous consacrent du temps. Certains viennent de loin, comme Clémentine, et on ne savoure jamais assez le temps que les gens nous donnent pour partager leur expertise. Je voudrais aussi qu'on remercie toujours l'équipe de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, donc Stéphanie, Emmanuel et Sophie, qui travaillent ardemment pour l'organisation de ces événements, et puis aussi quand on se déplace dans d'autres villes. Virginie, qui a animé la table ronde, et puis nos partenaires sans qui le cycle n'existerait pas, sans qui on ne pourrait pas organiser ces matinales. Et puis je vous donne rendez-vous le 31 mai pour un autre événement du cycle Renaissance industrielle, où on a aussi un très beau plateau avec 2 très belles tables rondes. Je vous invite à aller voir le site renaissanceindustrielle.fr pour voir qui seront nos prochains intervenants. Et merci encore. Anaïs, juste si vous me permettez, moi je voudrais dire, on parle beaucoup de relocalisation. Et moi, c'est un petit truc, ça m'irrisse les poils. Et je voudrais juste, le mot de la fin, c'est qu'on n'oublie pas ceux qui sont jamais partis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez à disposition à l'accueil le livret à lire, à consulter, à apprendre par cœur. Si vous avez la chance d'avoir Virginie qui est là, qui peut répondre à toutes vos questions, mais surtout d'abord de le prendre. Et on vous dit à très bientôt, le 31 mai, même endroit, même punition. Le petit café est toujours ouvert, donc allez-y. Et on a ouvert toutes les fenêtres, il fait très frais. Je sais pas si c'est devant toi.